Please, God. This is God. Le slasher. Ce sous-genre de l'horreur apparu dans les années 70, même si ça se discute, a su offrir au public de nombreux films bien sanglants. Le postulat est tout simple. Un psychopathe, masqué ou déformé de préférence, s'amuse à découper un groupe d'adolescents à l'aide d'une panoplie d'armes blanches. Couteaux, machettes, scie à chaîne, et même divers outils de rénovation, parce que pourquoi pas? C'est donc ainsi qu'ont vu le jour les sagas les plus emblématiques du cinéma d'épouvante. Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Vendredi 13, His name was Jason. Les Griffes de la nuit et plusieurs autres copycats plus ou moins réussis. Toutefois, à partir du milieu des années 80, la superbe de ce sous-genre commençait peu à peu à s'effacer, avec des longs métrages ne faisant que recycler les mêmes scénarios encore et encore. À mon humble avis, la saga Freddy est sans doute celle qui s'en sortait le mieux, avec des suites toujours aussi divertissantes, bien qu'elles soient inférieures au film original, bien entendu. Faut dire également que Robert Englund interprétait le personnage avec la même énergie, la même conviction. Il était certainement l'une des plus grandes icônes du slasher à la fin des années 80. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Le film dont on va parler aujourd'hui a tenté quelque chose de risqué. Marier une histoire classique, voire même mythique de la littérature française à ce sous-genre cinématographique de l'horreur. Le tout porté à l'écran, bien évidemment, par Robert Englund. Mesdames et messieurs, Le Fantôme de l'Opéra, sorti en 1989, réalisé par Dwight H. Little. On y va! Le Fantôme de l'Opéra, écrit par Gaston Leroux, publié en 1910. C'est une histoire qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter et qui a eu droit à de très nombreuses adaptations cinématographiques au fil du temps. On a d'ailleurs eu l'occasion sur la chaîne d'en aborder quelques versions. Celle de Rupert Julian en 1925 avec Lon Chaney, un monument du cinéma muet. Merci d'ailleurs à YouTube d'avoir bloqué cette vidéo dans le monde entier, j'apprécie vraiment. Et la version d'Universal avec Claude Rains, réalisée par Arthur Lobin en 1943. Il y a également eu une version produite par la Hammer en 1962 réalisée par Terence Fisher que je n'ai pas eu encore l'occasion de critiquer. Vous en faites pas, ça viendra. La version de 89, j'étais tombé dessus au début de mon adolescence, complètement par hasard dans un petit magasin de films. Et à l'époque, je venais tout juste de me faire l'intégralité ou presque de la saga Freddy. Et quand j'ai vu la pochette du film, qui marquait en gros Robert Englund, ça a suffi pour me convaincre de l'acheter. Donc, l'intrigue débute à New York en 1989. Kristen Day, une aspirante soprano, découvre un vieux manuscrit d'opéra datant de la fin du 19e siècle. Il a été écrit par Eric Dessler, un mystérieux compositeur disparu dans d'étranges circonstances. Kristen se rend donc à une audition pour y interpréter cette pièce. Sauf qu'un morceau de décor lui tombe malheureusement sur la caboche et l'assomme direct. À son réveil, elle est sur une scène de Londres en 1881 et elle incarne une cantatrice dont le talent n'est pas reconnu par la presse, ce qui fâche un mystérieux homme habillé en noir. Eric Dessler, son plus grand admirateur. Ce compositeur a littéralement vendu son âme au diable pour que sa musique soit éternelle. Toutefois, son visage a été terriblement brûlé. Il vit donc caché dans les sous-sols de l'opéra et décime toutes les personnes qui tentent de freiner la carrière de Christine. Vous vous en êtes certainement rendu compte, le scénariste Jerry O'Hara s'est permis quelques petites libertés par rapport au roman, ce qui n'est pas un défaut. On a un peu assombri et modernisé l'histoire en l'adaptant au temps moderne, enfin pour quelques scènes seulement. Le fantôme fait plus de victimes de façon beaucoup plus violente, pour bien évidemment séduire les fans de slashers, et l'intrigue est transposée à Londres, elle ne se déroule plus à Paris. Et donc les noms des personnages ont été anglicisés, si je puis dire. Bref, plein de bonnes idées, qui sont terriblement mal exploitées dans le film. Déjà, c'est beaucoup trop précipité. La première scène montre Christine en train de découvrir le fameux manuscrit du fantôme, sans aucune introduction. Seulement 5 minutes plus tard, même pas, elle monte sur scène, commence son numéro et se fait assommer, et bam! On est en 1881.
au bout d'à peine 10 minutes. D'accord. Un peu de contexte aurait été le bienvenu. Et surtout, c'est quoi ce délire avec le voyage dans le temps? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un véritable voyage dans le temps? Ou bien un rêve, une projection, une hallucination? Est-ce que la Christine de 1989 est la même personne qu'en 1881? Ou est-ce que c'est une réincarnation? Ben, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions, à part peut-être une pseudo-explication à la fin qui reste floue, mais bon, c'est très mal porté à l'écran. Pour comprendre ce bordel, il faut revenir au moment de l'écriture du scénario. Jerry O'Hara l'avait soumis à la compagnie de distribution Cannon Films, et John Hough, réalisateur de films à suspense britannique, était envisagé pour la mise en scène. Cette première version du script se déroulait entièrement en 1881. Sauf qu'avant même que la production ne commence, la Cannon Films a fait faillite. I declare bankruptcy! Et le scénario tomba entre les mains de la 21st Century Film Corporation. Et ces idiots ont eu la brillante idée de faire une franchise avec le personnage du fantôme. Et oui, ils pensaient déjà à faire des suites avant même de produire le premier film. Et ils ont donc engagé Duke Sanderfer pour écrire une intro et une fin, se déroulant en 1989. Je vous en reparle un peu plus tard. Pour le watch time, évidemment. Bon, attention, le reste du scénario de Jerry O'Hara n'est pas forcément mauvais, mais le truc c'est qu'il manque un peu de substance pour qu'on se plonge totalement dedans. En tout cas, moi je n'y arrive pas du tout. Même si je reconnais qu'on a des éléments plutôt cool. Le personnage du fantôme par exemple, grandement inspiré de Faust, personnage célèbre de légende allemande, c'est celui qui est le mieux écrit. Encore heureux, parce que c'est lui qui donne son titre au film. On lui a donné une dimension surnaturelle dans cette version. Comme je vous ai dit, Eric Dessler a passé un accord avec le diable pour assurer la prospérité de son œuvre. Il a toutefois été maudit. Les gens allaient aimer sa musique, mais pas son apparence, car son visage a été complètement calciné. Robert Englund qui joue un personnage brûlé vif. Original tout ça. Très original. Bref, on arrive bien à comprendre les tourments du gars et ce qui le pousse à agir. On le prend même un peu en pitié à quelques moments. Il écrit de nouvelles compositions et souhaite que la jeune Christine Day, dont il est amoureux, les interprète sur scène. Il lui apparaît comme un ange gardien, la seule personne qui reconnaît son talent. Et Eric fait une pierre deux coups. Pour servir la femme qu'il aime, il va s'attaquer à ses détracteurs pour leur peler carrément la peau et se confectionner un masque pour cacher son terrible visage. Car oui, contrairement aux autres adaptations, le fantôme ne porte pas son fameux masque blanc, mais bien un masque en peau humaine, à la Leatherface si vous voulez. Idée plutôt pas mal, et bien représentée à l'écran. Alors oui, son visage paraît faux, mais c'est le but. C'est un faux visage. On voit clairement que c'est pas naturel et ça lui donne une petite apparence macabre et très évocatrice. Et là, forcément, vous vous dites que les producteurs ont profité du fait que Robert Englund était ancré dans l'inconscient collectif comme étant Freddy Krueger. Eh vous avez raison. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'à voir l'affiche originale du film. Bon, regardez-moi ça. Il n'y a plus aucun effort là. Ils ont mis Freddy, littéralement, tenant le masque du fantôme. Sauf que l'acteur ne le joue pas du tout comme Freddy. Non, je vous jure. Je veux dire, Robert Englund est un acteur génial et il incarne vraiment son personnage. Il a quelques vibes de Jack l'Éventreur et même de Darkman, avec son haut de forme et son grand manteau noir dans les ruelles sombres de Londres. Non, il est vraiment cool le fantôme, et il s'éloigne pas mal de l'esprit du croque-mitaine de Springwood. Même si, bon, il nous balance quand même quelques petites punchlines similaires dans quelques passages. Mais voilà, même pendant les rares séquences où on aperçoit son vrai visage, on constate qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit sur l'affiche. Il a seulement quelques brûlures sur le côté du visage. Bon, ok. Peut-être un peu plus que le côté de son visage. Ouais, non, c'est Freddy en fait. Sinon, le film en tant que tel est correct, sans plus. C'est réalisé par Dwight H. Little, qui l'année précédente avait fait le fameux Halloween 4, Le Retour de Michael Myers. Même s'il a de nombreux défauts, je dois dire que j'apprécie beaucoup ce film. C'est peut-être même l'un de mes préférés de la franchise. Oui. Et il a reçu de très bonnes critiques lors de sa sortie.
Et donc, Little souhaitait ramener le même genre d'atmosphère dans son adaptation du Fantôme de l'Opéra. Ramener l'aspect slasher dans une intrigue plus théâtrale et dramatique qu'horrifique. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut choisir un camp. Little jongle entre le drame, la romance et l'horreur sans réel équilibre. Ça fait très repompé des adaptations précédentes, le tout dans un style plutôt téléfilmique, j'ai trouvé, ce qui fait qu'on assiste à un étrange spectacle pas du tout constant ou cohérent, avec de longs dialogues dignes du récit original, mais qui sonnent faux, entrecoupés de scènes de chant où on se rend vite compte que Jill Swollen fait du lip-sync sur l'air des bijoux, C'est pas la chanson de la Castafiore, ça? Alerte aux abris, elle va chanter. Et des passages vraiment gore et explicites à foison. Alors, j'adore les effets pratiques gore et sanglants, et ils sont réussis, voyez par vous-même. Sauf que c'est pas du tout en raccord avec le reste du film. On dirait que le réalisateur s'est retenu au niveau des scènes d'horreur, il y en a très peu dans le métrage, et elles ne sont pas tellement réussies, en tout cas elles n'ont eu aucun effet sur moi. Alors c'est bien beau de nous offrir quelques petits passages violents et bien faits, sauf qu'il faut pas seulement se baser là-dessus. Parce que là, il n'y a aucun suspense, aucune angoisse, que du gore, c'est tout. Et le reste est assez plat, malheureusement. C'est long, un peu ennuyant au bout d'un moment. La musique de Misha Segal n'est pas du tout marquante. Il y a des ralentis inutiles qui rendent le tout bien kitsch. Quoique ça reste bien filmé quand même, La photographie est jolie avec de beaux jeux de couleurs et de lumière et des plans ingénieux aussi, mais voilà, c'est pas ça qui va sauver le film. J'avais pas revu ce film-là depuis mon adolescence. Je me rappelle même pas d'ailleurs si je l'avais apprécié ou non à l'époque. Ce qui prouve bien une chose, c'est qu'il ne m'a pas marqué. Et c'est dommage car j'aurais vraiment aimé pouvoir vous dire que ce film est bon, parce que le concept me plaît. On a vu passer des adaptations du récit de Gaston Leroux sous différentes formes. En film musical, en drame, en romance, en tragédie. Alors pourquoi ne pas en faire un slasher? J'aime bien l'idée de faire un petit film pour charmer les amateurs du genre et les fans du roman en même temps. Le problème, c'est qu'on n'y va pas à fond. On mixe plusieurs styles différents en même temps sans jamais obtenir de résultats homogènes. Et l'aspect slasher ne semble pas du tout avoir sa place au final. Rajoutez à ça un scénario assez faible et bordélique, rien de réellement prenant. Non, si vous voulez voir un film qui se réapproprie bien l'histoire de Gaston Leroux, regardez Phantom of the Paradise, réalisé par Brian De Palma. Il va à fond dans son délire et c'est tout simplement jouissif. J'ai également trouvé cette histoire de rêve, hallucination, voyage dans le temps, peu importe, appelez ça comme vous voulez, plutôt sous-exploitée et plutôt sortie de nulle part également. Je crois que si l'histoire s'était entièrement déroulée en 1989, genre avec Christine qui découvre le manuscrit et qui, lorsqu'elle l'interprète, ramène le fantôme à la vie, ça aurait pu donner un film cool. Pas nécessairement très original, j'en conviens, mais quand même quelque chose de plus intéressant que ce à quoi on a eu droit là. C'était à peu près ce qui était prévu pour la suite. Elle se serait intitulée The Phantom of the Opera 2, Terror in Manhattan. Le fantôme vivrait désormais dans les égouts de New York et continuerait à persécuter la pauvre Christine Day. Voilà donc ce qui explique ces étranges scènes du présent dans le film. Tout était pensé pour l'éventuelle suite, qui n'a jamais vu le jour au final. Enfin, le script de cette suite a été remanié pour être adapté au cinéma en 1992, dans Danse macabre, toujours avec Robert Englund. Jamais vu. Bref, tout ça pour dire que cette adaptation du Fantôme de l'Opéra est certainement l'une des moins bonnes. Dwight Little aurait très bien pu se permettre un peu plus d'extravagance et de liberté au niveau de l'horreur, pour nous offrir de vraies bonnes scènes de meurtre. Là, même si les effets gore et la présence de Robert Englund vont certainement satisfaire les fans de slasher, l'atmosphère typique de ce sous-genre ne sera malheureusement pas au rendez-vous. Si vous avez vu ce film, je vous invite à me faire part de votre avis. Ainsi s'achève cet épisode d'Horreur Critique. Je sais qu'il était un peu court, mais j'espère tout de même que vous l'avez apprécié.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si c'est pas le cas, dites-le également. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines critiques. À la prochaine mes amis. Salut!